Suite à mon désaccord sur son voyage avec son meilleur ami, elle m'a accusé publiquement de possessivité. Sans discuter, j'ai changé mon statut en célibataire, annulé le mariage et déménagé. J'ai ensuite regardé son monde s'effondrer. Je m'appelle Julien, j'ai 34 ans, et je suis analyste des opérations pour une entreprise de logistique. Je vis juste en dehors de Lyon. Des matins précoces, de longs tableurs, des routines prévisibles. J'aime les choses planifiées, claires et calmes. Cela a toujours été vrai, bien avant cette situation. Ma fiancée est Chloé, 31 ans. Nous sommes ensemble depuis presque 4 ans, fiancés depuis 9 mois, et nous vivons ensemble dans une maison de ville en location. Le mariage est prévu pour le début de l'automne. Les acomptes sont versés, les faire-part envoyés, les familles impliquées. Sur le papier, tout semblait réglé. Chloé est confiante, franche et très consciente de la façon dont elle est perçue. Elle est excellente en public, habile avec les mots, et a une manière de présenter les choses qui la fait toujours passer pour la personne raisonnable. En privé, cette confiance se transforme souvent en impatience. Si quelque chose remet en question l'image qu'elle a d'elle-même, elle le traite comme une attaque. Elle a aussi un meilleur ami homme nommé Christophe, 32 ans. Ils se connaissent depuis l'université. Il est toujours présent, de manière discrète mais constante. Des SMS tard le soir, des blagues entre eux. Je ne fais pas partie des histoires qui commencent par « il fallait être là ». Je ne l'ai jamais accusé de quoi que ce soit. Je ne lui ai jamais dit de couper les ponts avec lui. J'ai fait ce que les gens disent qu'il faut faire. Je lui ai fait confiance et j'ai ignoré mon malaise jusqu'à ce qu'elle m'annonce qu'ils prévoyaient un voyage ensemble. Elle l'a dit nonchalamment en faisant défiler son téléphone, comme si c'était déjà décidé, juste quelques jours hors de la région, juste tous les deux. Elle a dit que ce n'était rien de sérieux et m'a demandé pourquoi j'étais silencieux. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec ça. Calmement, clairement, j'ai dit que voyager seul avec un autre homme alors que nous étions fiancés franchissait une de mes limites. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. J'ai juste dit non. Elle n'a pas discuté tout de suite. Elle a souri, haussé les épaules et a dit que nous en reparlerions plus tard. Ce soir-là, elle s'est enfermée dans la chambre. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à s'illuminer. C'est là que j'ai vu la publication. C'était un selfie de Chloé dans notre cuisine, une tasse de café à la main, comme si elle prenait un nouveau départ matinal et calme. La légende disait, « Les hommes pensent vous posséder quand ils se sentent menacés par votre liberté. » Aucun nom, mais c'était évidemment dirigé contre moi, car cela s'est produit moins de 12 heures après que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le voyage. Les commentaires ont afflué rapidement. Ses amis l'encourageaient avec des « Vas-y, dis-leur, fier de toi. Ne laisse pas un homme te contrôler. » Christophe a commenté le premier, bien sûr, une petite blague sur la réservation de vol et la fuite des « à terre ». Elle a épinglé son commentaire. J'ai senti mon estomac se nouer, mais pas de manière dramatique, plutôt comme une prise de conscience silencieuse qu'elle avait déjà choisi la reine, pas notre salon, pas une vraie conversation, mais Internet. Quand elle est sortie de la chambre, elle a agi comme si de rien n'était. Elle m'a demandé si je préparais le petit déjeuner. Puis elle a regardé mon visage et a dit « Quoi ? Tu es en colère ?» Comme si j'étais censé m'excuser d'avoir une réaction. J'ai dit « J'ai vu la publication. » Elle a haussé les épaules et a dit « Ça ne te concernait pas, sauf si tu décidais que ça te concernait. » C'était sa tactique préférée. Dire quelque chose qui me vise, puis prétendre que je suis paranoïaque de le remarquer. Je lui ai dit que ce n'était pas être contrôlant de dire que j'étais mal à l'aise à l'idée que ma fiancée voyage seule avec son meilleur ami. J'ai dit que c'était une limite. J'ai dit que nous pouvions discuter des options, comme changer le plan, inviter d'autres personnes, ou y aller une autre fois. Je suis resté calme exprès. Chloé a ri, pas un rire chaleureux, un rire méprisant. Elle a dit que j'étais peu sûr de moi et que le mariage allait être difficile si j'avais besoin d'être constamment rassuré. Elle a dit que Christophe faisait partie de la famille et que je devrais être reconnaissant qu'elle m'en ait même parlé au lieu d'y aller sans rien dire. Cette dernière phrase m'a fait l'effet d'une gifle, car ce n'était pas une erreur. C'était une menace déguisée en honnêteté. Je lui ai demandé si elle accepterait que je parte une semaine en voyage seul avec une amie proche. Elle a dit que c'était différent. Quand j'ai demandé en quoi, elle a répondu que c'était parce qu'elle n'était pas comme les autres et que je devrais lui faire confiance.
Puis elle a pris son téléphone, a commencé à faire défiler et a souri à une nouvelle notification. Elle appréciait le soutien. Elle laissait des inconnus et Christophe l'a validé pendant que j'étais là, dans la même pièce. Je n'ai pas discuté davantage. Je n'ai pas haussé la voix. Je suis juste devenu silencieux. Et ce silence l'a dérangée. Elle n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil, comme si elle attendait que je la poursuive, que je me batte, que je la supplie, que je lui donne une scène qu'elle pourrait utiliser plus tard. Je n'ai rien fait de tout ça. Je suis allé à mon ordinateur portable à la place et j'ai ouvert notre dossier de mariage. Je n'ai rien fait de dramatique au début. Pas d'annonce, pas de discours. J'ai juste commencé à lire le contrat du lieu de réception, l'accord du traiteur, le planning du photographe, toutes les choses dont un seul d'entre nous s'était réellement occupé. Chloé aimait les aspects esthétiques. Je gérais la structure. Cette division avait toujours semblé pratique. À ce moment-là, j'ai senti que c'était un levier qu'elle avait oublié. Elle est venue planer derrière moi après quelques minutes, clairement déstabilisée par le silence. Elle a demandé ce que je faisais. J'ai dit que je vérifiais les dates. Elle a demandé pourquoi, comme si la réponse n'était pas évidente. Je lui ai demandé à nouveau si elle comptait toujours partir en voyage. Elle a dit oui. Puis elle a dit probablement. Puis elle a dit qu'elle n'allait pas annuler sa vie parce que je me sentais menacé. Chaque réponse changeait légèrement, testant laquelle me ferait réagir. Je n'ai pas réagi. Elle m'a accusé d'être froid. Elle a dit que je la punissais en me renfermant. Elle a dit que c'était de la manipulation émotionnelle. Puis elle a craqué et a dit, très bien, peut-être qu'on devrait reconsidérer le mariage si tu es comme ça. Je l'ai regardé et j'ai dit, peut-être que tu as raison. C'est tout. Pas de suite, pas d'explication, pas de dispute. Je suis retourné à l'ordinateur. Elle est restée là quelques secondes, attendant plus, puis a ricané comme si elle avait gagné quelque chose et est allée se coucher. Je suis resté debout. J'ai fait une valise avec seulement ce dont j'avais besoin. Vêtements, ordinateur, documents, les choses qui m'appartenaient vraiment. Je n'ai pas claqué les tiroirs. Je ne l'ai pas réveillée. J'ai laissé ma bague sur le comptoir de la cuisine où elle la verrait immédiatement. Avant de sortir, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai changé mon statut relationnel en « célibataire ». Pas de légende, pas de publication, juste le fait. Puis j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai conduit jusqu'à un hôtel de l'autre côté de la ville. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des semaines. Au moment où elle s'est réveillée, j'étais déjà parti. Et c'est là que sa version de l'histoire a commencé à s'effilocher. Je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait sans arrêt. Appels manqués, messages s'empilant les uns sur les autres. Certains en colère, d'autres confus, certains oscillant sauvagement entre les deux. Chloé avait d'abord remarqué la bague, puis l'espace vide dans le placard, puis le changement de statut. Son premier texto était « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Le second « Où es-tu ?» Le troisième m'accusait d'essayer de lui faire peur. Le quatrième disait « C'est abusif et immature ». Elle passait d'une émotion à l'autre plus vite que je ne pouvais les lire. Je n'ai pas répondu. En milieu de matinée, les publications ont commencé. La première était vague. Quelque chose sur le fait que le silence est la forme de contrôle la plus bruyante. Beaucoup de likes, beaucoup de gens lui disant qu'elle était forte. Elle n'a identifié personne, mais tout le monde savait. Puis elle a remarqué mon statut. Ça l'a fait exploser. Elle m'a envoyé un message exigeant que je le change parce que les gens posaient des questions. Elle a dit que je l'humiliais. Elle a dit que je la faisais passer pour une femme abandonnée. Pas trahie, pas le cœur brisé, abandonnée. Comme si j'avais manqué à un devoir. Je suis resté silencieux et j'ai commencé à passer des appels à la place. Le lieu de réception d'abord, puis le traiteur, puis le photographe. Tout était réservé à mon nom ou avec ma carte. Voix calme. Phrase simple. Fiançailles rompues. Veuillez annuler. Oui, je comprends que la compte n'est pas remboursable. Ce n'est pas un problème. Chaque email de confirmation me semblait à la fois plus lourd et plus léger. Vers midi, elle a découvert où je logeais. Elle n'a pas frappé poliment. Elle martelait la porte assez fort pour que j'entende quelqu'un de l'autre côté du couloir ouvrir la sienne,
puis l'a refermée rapidement. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé mon téléphone alors qu'elle était devant la porte. Je l'ai regardé sonner, encore et encore. Puis des messages sont arrivés, ouvre la porte. C'est ridicule. Arrête de te cacher. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai attendu. Après quelques minutes, les coups ont cessé. Je l'ai entendu faire les 100 pas. Puis sa voix, plus forte, disant des choses destinées à quiconque pouvait l'entendre, sur le fait que j'étais cruel, que je la punissais, qu'elle n'arrivait pas à croire que j'agissais ainsi. Finalement, elle est partie. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Si j'avais ouvert cette porte, rien n'aurait changé. Elle aurait discuté, recadré, envenimé la situation, utilisé ce moment. Ne pas l'ouvrir était la limite, et cela m'a dit que j'avais enfin fini de négocier avec quelqu'un qui ne respectait les limites que lorsqu'elles étaient imposées. Une fois qu'elle a quitté l'hôtel, le ton a de nouveau changé. La colère en ligne est devenue plus acerbe. Elle a publié des messages sur les hommes qui disparaissent au lieu de communiquer, sur l'abandon émotionnel, sur le fait que le silence est une violence. Le langage s'est rapidement intensifié. Les commentaires ont suivi, validant chaque mot. Christophe est de nouveau intervenu, bruyant et solidaire, disant « Quiconque la traite comme ça ne l'a jamais mérité ». Je n'ai toujours pas répondu. À la place, j'ai envoyé un email à notre propriétaire. Je lui ai dit que les fiançailles étaient rompues et j'ai demandé quelle était la procédure pour me retirer du bail plus tôt. J'ai vérifié les chiffres. La pénalité faisait mal, mais pas assez pour compter. L'argent était plus facile à remplacer que la paix. Dans l'après-midi, des amis communs ont commencé à me contacter, pas de manière conflictuelle, prudemment, me demandant si j'allais bien, ce qui s'était passé, car la version de Chloé semblait intense et confuse. J'ai gardé mes réponses courtes. Nous n'étions pas d'accord sur les limites. J'ai mis fin aux fiançailles. C'est tout. Ce qui m'a surpris, c'est le nombre de personnes qui étaient déjà au courant du voyage. Non pas parce qu'elle leur en avait parlé après la dispute, mais parce qu'elle en parlait avant, nonchalamment, comme si c'était une affaire conclue. Certains d'entre eux supposaient que j'y allais aussi. D'autres trouvaient ça étrange, mais ne le remettaient pas en question. Ce détail m'a marqué. Elle m'a de nouveau envoyé un texto ce soir-là. Un long message, émouvant, au ton apologétique, mais pas dans le contenu. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Elle a dit que je l'avais acculée. Elle a dit que publier était sa façon de gérer les choses. Elle a dit, si seulement tu m'avais parlé, rien de tout cela ne serait arrivé. Je l'ai lu une fois. Puis je l'ai bloqué. Pas de réponse, pas de clarification, pas de dernier mot, juste l'accès supprimé. Vers minuit, elle a de nouveau publié. Cette fois, une story avec une capture d'écran d'une citation sur le fait que les femmes fortes effraient les hommes faibles. Elle n'a identifié personne. Elle n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, j'ai reçu les emails de confirmation du lieu de réception et du traiteur. Mariage officiellement annulé. C'est à ce moment-là que c'est devenu réel. Pas symbolique, pas émotionnel, réel. Et c'est là que ces tentatives pour me joindre ont cessé de paraître en colère et ont commencé à sembler désespérées, par l'intermédiaire d'autres personnes. Une fois que je l'ai bloqué, le bruit ne s'est pas arrêté. Il a simplement été redirigé. Des messages ont commencé à arriver de personnes qui étaient soudainement devenues des intermédiaires préoccupés. Des amis demandant si j'avais vraiment disparu. Sa sœur demandant si je pouvais s'il vous plaît juste lui parler. Un collègue commun disant que Chloé n'allait pas bien et que je devrais peut-être faire preuve d'un peu de compassion. Je n'ai pas participé à cette mise en scène. J'ai répondu une fois, brièvement, à 2 personnes en qui j'avais confiance. J'ai dit que les fiançailles étaient terminées et que je ne continuerais pas le contact. Je ne l'ai pas justifié. Je ne l'ai pas débattu. Je l'ai simplement déclaré. Chloé n'a pas respecté cela. Elle a commencé à envoyer des emails avec de longs objets, des paragraphes qui oscillaient entre excuses et accusations. Elle a dit qu'elle se sentait rejetée. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais imaginé que je l'abandonnerais comme ça. Elle a dit que la bloquer était cruelle et immature. Elle a dit, si tu m'aimais vraiment, tu ne me fermerais pas la porte. C'est la partie qui revenait sans cesse. Si tu m'aimais. Pas, je suis désolé, pas, j'ai dépassé une limite, juste des conditions.
J'ai configuré un filtre pour que les emails ne parviennent pas à ma boîte de réception et aillent directement dans un dossier que je n'ouvrais pas. Je ne voulais pas lire quelque chose dans un moment de faiblesse et être ramené dans cette boucle. Quelques jours plus tard, j'ai appris par des amis communs qu'elle partait en vrille. Pas silencieusement, bruyamment, se présentant à des endroits à l'improviste, ressassant l'histoire encore et encore, mais en modifiant les détails en fonction de l'auditoire. Dans certaines versions, j'étais contrôlant. Dans d'autres, j'étais émotionnellement indisponible. Dans toutes, elle avait été prise au dépourvu. Christophe était partout dans ses histoires, la soutenant, la défendant, publiant avec elle. Les gens ont commencé à remarquer la rapidité avec laquelle il a comblé le vide que j'avais laissé. Cela ne m'a pas rendu jaloux. Cela m'a fatigué. Je suis retourné à la maison une fois pendant les heures de travail pour récupérer le reste de mes affaires. Elle n'était pas là. L'espace semblait déjà différent. Des photos déplacées, des décorations disparues, comme si elle réécrivait l'environnement de la même manière qu'elle réécrivait le récit. J'ai pris ce qui était à moi et j'ai laissé le reste. Ce soir-là, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Un message vocal est arrivé quand même. C'était Chloé, en pleurs, disant qu'elle ne comprenait pas comment tout s'était effondré si vite. Ça ne s'est pas effondré vite. Ça s'est effondré au moment où elle a choisi un public plutôt qu'une conversation. À la fin de cette semaine, l'histoire a cessé d'être uniquement la sienne. Les gens parlent, surtout quand les chronologies ne correspondent pas, surtout quand quelqu'un publie sans arrêt alors que l'autre personne ne dit presque rien. Le contraste a commencé à faire un travail que je n'avais jamais demandé. Une amie commune m'a dit que Chloé racontait aux gens que j'avais disparu sans prévenir, que j'avais refusé de communiquer, que je l'avais puni pour son indépendance. La même amie m'a dit qu'elle oubliait de mentionner le voyage dans la plupart des versions, ou qu'elle le présentait comme un voyage entre filles qui s'était transformé en autre chose plus tard. Cette omission était importante, car d'autres personnes se souvenaient qu'elle parlait de voyager avec Christophe des semaines avant toute dispute. Nonchalamment, avec enthousiasme, comme si c'était déjà approuvé. Lorsque ces détails ont fait surface, le ton à son égard a changé. Pas bruyamment, silencieusement. Des regards en coin, un soutien moins enthousiaste. Elle l'a senti. Ses publications se sont raréfiées. Les légendes sont devenues plus courtes, moins confiantes, plus blessées. Elle a cessé de citer des pages sur l'émancipation et a commencé à partager des choses sur la trahison et l'abandon. Elle voulait de la sympathie maintenant, pas des applaudissements. Christophe est resté proche, très proche, trop proche. Il a commencé à apparaître sur des photos qui étaient clairement destinées à paraître accidentelles. Des tasses de café, des tableaux de bord de voiture, des blagues que seul comprenait. Cela ressemblait moins à du réconfort qu'à une preuve. La preuve qu'elle n'était pas seule. La preuve qu'elle avait des options. Ça s'est retourné contre elle. Les gens ont remarqué le timing. Les gens ont posé des questions. Quelqu'un a commenté en demandant si c'était le même gars du voyage. Le commentaire a disparu en quelques minutes, mais le mal était fait. Elle a essayé de me joindre à nouveau via une autre adresse email. Un court message cette fois, demandant juste si nous pouvions parler comme des adultes. Je n'ai pas répondu. Ce silence en disait plus que n'importe quelle explication. Une semaine plus tard, j'ai appris qu'elle avait perdu une demoiselle d'honneur. Quelqu'un s'est discrètement retiré, disant ne plus se sentir à l'aise d'être impliqué. Une autre a suivi. Pas de confrontation, juste de la distance. C'est comme ça que ça a commencé à s'effondrer. Pas d'un coup, mais morceau par morceau. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est le calme que je ressentais en regardant cela se produire à distance. Je n'étais pas soulagé parce qu'elle souffrait. J'étais soulagé parce que j'avais enfin cessé d'être responsable de ce qu'elle ressentait face aux conséquences de ses propres choix. Les conséquences pratiques ont commencé à se faire sentir ensuite. Chloé a finalement dit à ses parents que le mariage était annulé. Pas la vraie raison. Elle a présenté la situation comme si j'avais fait une dépression, que j'avais besoin d'espace, que j'étais submergé par l'engagement. Sa mère m'a appelé ce soir-là, prudente et polie, me demandant si j'allais bien. Je lui ai dit que les fiançailles étaient rompues parce que nous n'étions plus en accord sur les limites et le respect. Je n'ai pas mentionné Christophe. Je n'ai pas mentionné les publications. Je ne me suis pas épanché. J'ai été bref.
Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, c'est logique. C'est tout. Quelques jours plus tard, Chloé a essayé de susciter la sympathie d'une autre manière. Elle a commencé à parler de finances, de la difficulté de tout payer seul soudainement, de l'injustice de l'avoir laissé avec un tel gâchis. Elle a commodément omis la partie où le loyer était partagé et où elle avait insisté pour la maison de ville parce que ça rendait bien sur les photos de fiançailles. La réalité se moque de l'esthétique. Le propriétaire a approuvé mon retrait du bail. J'ai payé ma pénalité et signé les papiers. À partir de ce moment, le logement était entièrement sa responsabilité. Ce changement l'a frappé plus durement que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Les factures ne sont pas impressionnées par les légendes Instagram. Elle s'est présentée une fois à mon bureau. Pas à l'intérieur, dehors, attendant près du parking. Un collègue m'a prévenu par texto avant même que je la voie. Je suis resté à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle parte. Les RH m'ont dit plus tard qu'ils s'en seraient occupés si nécessaire. Cela l'a embarrassé plus que tout jusqu'à présent. Après ça, le récit a de nouveau changé. Elle a commencé à dire aux gens que j'étais froid, calculateur, que j'avais planifié cela, que je la punissais au lieu de l'aimer. Les mots sont devenus plus durs à mesure que ses options se réduisaient, mais de moins en moins de gens écoutaient. Le site web du mariage a été mis hors ligne. Les liens vers la liste de cadeaux ont disparu. Les invités ont discrètement ajusté leur plan de voyage. L'événement de ses rêves s'est évaporé sans fin dramatique, juste une série d'annulations et de remboursements. Elle perdait le futur qu'elle s'était efforcée de mettre en scène. Et plus ce futur s'effondrait, plus il devenait clair qu'elle ne pleurait pas une relation. Elle pleurait la vie qu'elle avait déjà publiée. L'effondrement n'a pas été spectaculaire. C'est la partie qu'elle n'a jamais comprise. Il n'y a pas eu de grande confrontation, pas de moment viral où tout le monde s'est retourné contre elle en même temps. C'était plus silencieux que ça. Les gens ont cessé de lui demander comment elle allait. Les invitations se sont raréfiées. Les conversations de groupe sont devenues silencieuses. Le soutien est devenu conditionnel, puis s'est estompé. Christophe est resté plus longtemps que quiconque. Assez longtemps pour que les gens commencent à remarquer qu'il était moins un meilleur ami qu'un remplaçant. Quand le mariage était encore une possibilité, il était un bruit de fond de soutien. Une fois qu'il a disparu, il est devenu la suite évidente. Ce changement a mis les gens mal à l'aise. Apparemment, le voyage n'a jamais eu lieu. Trop de questions, trop de sourcils froncés. Soudain, il ne s'agissait plus de liberté. Il s'agissait d'image, et l'image était mauvaise. Elle a de nouveau essayé de me contacter par l'intermédiaire d'un ami. Un message transmis. Elle disait qu'elle voulait juste tourner la page. Qu'elle avait besoin d'une conversation pour comprendre comment tout s'était effondré si vite. Ce mot encore, vite. J'ai dit non à l'ami. J'ai dit qu'il n'y avait plus rien à clarifier. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'elle avait dû déménager. La maison de ville était trop chère pour un seul revenu. Le même endroit sur lequel elle avait insisté parce qu'il était parfait pour les photos de fiançailles et pour recevoir. Elle a déménagé dans un appartement plus petit de l'autre côté de la ville. Pas de photos, pas d'annonces. Le silence autour d'elle s'est alourdi. Pas hostile, juste indifférent. C'est là que j'ai réalisé que ce qu'elle avait perdu, ce n'était pas moi. Elle avait perdu la version d'elle-même qui existait quand tout semblait parfait de l'extérieur. Le récit, la chronologie, les applaudissements. Quand tout cela a disparu, elle n'avait plus rien contre quoi se produire. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en voyant cela se produire. J'ai ressenti de la distance, comme si je regardais une tempête passer après avoir déjà quitté la zone. La vie que je construisais n'exigeait plus ses réactions, ses publications ou son approbation. Et cela a rendu la réflexion finale inévitable. Avec le recul, la fin a cessé de ressembler à une fin pour devenir une correction. Je ne suis pas parti à cause d'une publication ou d'une idée de voyage. Ce n'était que les parties visibles. Ce qui a vraiment tout brisé, c'est de réaliser avec quelle facilité elle m'a présenté comme le problème dès que j'ai cessé d'être d'accord. La rapidité avec laquelle elle a choisi la validation plutôt que la résolution. Le naturel avec lequel elle a transformé une limite en une attaque et un public en un bouclier. Quand je suis resté silencieux, que j'ai changé mon statut, annulé le mariage et que je suis parti, elle a cru que j'essayais de contrôler le récit.
Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que j'avais tout simplement cessé d'y participer. Regarder son monde s'effondrer n'était pas satisfaisant. C'était troublant. Pas parce qu'elle souffrait, mais parce qu'une si grande partie de son identité dépendait du fait d'être vue, soutenue et admirée. Quand cela a disparu, il n'y avait plus rien en dessous pour la stabiliser. Je n'ai rien gagné. Je n'ai rien prouvé. J'ai juste arrêté de prétendre que l'amour signifie absorber le manque de respect en silence pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir puissant. S'il y a un conseil à tirer de tout cela, il est simple et inconfortable. Faites attention à la façon dont quelqu'un réagit lorsque vous dites non calmement. Pas fort, pas de manière émotive. Juste non. S'il se moque de vous, publie sur vous ou recrute des inconnus pour les valider, ce n'est pas de l'indépendance. C'est de l'évitement déguisé en émancipation. Le mariage exige de la retenue, le choix de ne pas franchir certaines lignes parce que vous accordez de la valeur à ce que vous protégez. Elle voulait la liberté sans friction. Je voulais un partenariat avec des limites. Ces deux choses ne coexistent pas. Je ne suis plus fiancé. Le mariage est annulé. L'avenir que je pensais construire a complètement changé de forme. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il m'appartient vraiment.